Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous évoquons les NFT sous l'angle artistique, une tendance qui émerge depuis plusieurs mois maintenant. Bonjour Stéphane, effectivement dans la continuité des précédents épisodes où on a déjà introduit les NFT, on va cette fois plonger dans l'univers artistique et voir un petit peu comment cette technologie est enclin à apporter sa pierre à ce nouveau marché de l'art numérique. Et oui, chaque semaine, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine sur cette même antenne à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et on partage cette passion commune pour l'univers des crypto-monnaies. Absolument, et chaque semaine nous emmenons nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâchons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, de ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Un premier temps pendant lequel Thibaut et moi ferons le tour d'un concept que nous allons approfondir. Aujourd'hui, Thibaut, nous allons évoquer les NFT et leur place dans le monde artistique avec le témoignage d'un artiste français bien connu dans le monde entier, Richard Orlinski. Avec lui, nous tenterons de comprendre ce qui est vraiment intéressant pour un artiste dans le fait de s'intéresser à cette nouvelle tendance et si oui, comment est-ce que cela s'articule. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Alors comme chaque semaine, on le rappelle, cette émission n'a pas vocation à délivrer quelconque en conseil en investissement. On va essayer de vous faire plonger un peu plus dans cette révolution de la blockchain et des crypto-monnaies à travers des témoignages, des cas d'application, des usages pour vous faire prendre conscience de tout le potentiel de cet univers et vous montrer comment la blockchain et les cryptos vont simplement s'imbriquer dans votre quotidien. Alors la semaine dernière, nous avons parlé d'Aquaverse, une jeune initiative française qui ambitionne de nettoyer les océans grâce aux NFT. Cette semaine, nous allons approfondir nos connaissances des NFT en compagnie du célébrissime Richard Orlinski, artiste français. Avant de commencer, Thibaut, pour nos éditeurs qui découvrent l'émission, petit rappel, c'est quoi un NFT? Alors, NFT, c'est Non-Fungible Token non fongible en français. Le principe de non-fongibilité, c'est l'unicité. Donc le NFT, c'est un certificat qui va permettre d'introduire cette unicité sur un fichier numérique. Donc fichier numérique qui peut être un passeport, une ordonnance, un billet de concert, mais aussi une œuvre d'art. Et c'est cet angle-là qu'on va aujourd'hui creuser un peu plus. Alors justement, on entend beaucoup parler du NFT dans l'univers artistique. C'est l'une d'ailleurs des premières applications des NFT. Et pourquoi est-ce que ce secteur est aussi particulièrement enclin à l'adoption des NFT? Il y a cette dimension d'unicité que je soulignais avant qui apporte une dimension nouvelle. La valeur d'une œuvre d'art, elle se matérialise par plein de choses, dont ce facteur d'unicité. Si Léonard de Vinci avait peint plusieurs Jocondes identiques, la Joconde n'aurait pas la même valeur. Donc on retrouve de la valeur dans ce principe d'unicité et dans l'ancien monde, dans le numérique, une image pouvait se dupliquer à volonté sans qu'on puisse avoir une traçabilité et qu'on puisse remonter à la source. Le NFT te permet d'intégrer cette notion de certification et d'unicité dans le numérique et donc de permettre un petit peu l'émergence de l'art numérique. Si on veut. Ouais, en fait, la blockchain, par l'intermédiaire des NFT, permet d'estampiller, c'est le terme que tu avais utilisé, des fichiers numériques d'un marqueur d'authenticité impossible à falsifier. C'est ça, exactement. Ouais. Donc l'intérêt pour les artistes, finalement, c'est l'ouverture d'un nouveau marché, celui de l'art numérique. C'est ça. Et il y a plusieurs façons de l'appréhender. C'est un marché qui est encore très nouveau, qu'il faut comprendre, qui ouvre une nouvelle perspective aussi à ces artistes. Donc, à voir comment les artistes vont réussir à se l'appréhender, où ils en sont aujourd'hui dans l'adoption de ces technologies. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser un petit peu avec Richard aujourd'hui.
D'accord, et pour rebondir là-dessus, en fait, il y a aussi un modèle économique qui est un peu changeant parce que, on l'évoquait, l'artiste va toucher de l'argent au moment où il va émettre son œuvre d'art, mais aussi à chacune des transactions par la suite. C'est ça, le NFT te permet de donner une nouvelle dimension au modèle économique de l'art numérique et d'ailleurs même de l'art physique, puisque aujourd'hui, si par exemple moi je crée une œuvre, je te la vends 10 euros, si demain j'ai pris du galon et mes œuvres sont valorisées, que tu peux revendre cette œuvre 1000 euros 2 ans plus tard, moi je ne toucherai plus rien en fait sur cette revente. Et le NFT te permet de configurer automatiquement un système de royalties qui fait que sur chaque revente, à chaque fois que mon œuvre va s'échanger, je vais pouvoir toucher quelque chose. Et en plus de développer cette notion de communauté qui permet à l'artiste d'échanger de façon régulière avec finalement les acquéreurs et les détenteurs de ses œuvres d'art. C'est ça, c'est ce qu'on disait dans la précédente émission, c'est que le NFT, tu peux le configurer de la manière que tu veux et du coup lui donner à chaque fois des petites caractéristiques qui te permettent, en étant détenteur d'un NFT, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Très bien, absolument passionnant. On va se retrouver dans 2 minutes pour la deuxième partie de Parlons Crypto avec Richard Orlinski. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons de la place des NFT dans le monde de l'art. Nous sommes en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte de chaque semaine, avec notre invité de la semaine, Richard Orlinski, célèbre artiste français. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse et aujourd'hui NFT, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Richard, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter ? Moi, j'ai du mal, je ne me connais pas moi-même. Oui. C'est très compliqué. Bon, artiste célébrissime. Ça fait combien de temps que tu... Que j'officie. Ouais. Ça fait pas mal d'années, puisque j'ai commencé quand j'avais 4 ans, mais réellement que j'en ai fait une activité professionnelle à temps plein, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Et je suis un artiste, on va dire, protéiforme, puisque je touche un peu à tout. Je fais de la musique, je fais du théâtre, je fais de l'animation, enfin, voilà, toutes les formes. Pour moi, l'art, c'est une forme... il y a l'art, c'est tout, c'est pas uniquement une seule forme, ou la peinture, ou l'écriture. Donc j'ai fait des bouquins aussi, donc voilà, je suis un peu un touche-à-tout, voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de découvrir à chaque fois des nouveaux univers, d'où cette invitation aussi, puisque le NFT fait aussi partie aujourd'hui de ma vie de tous les jours, donc ça prend tout son sens. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir ton témoignage aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des NFT en ce moment. On met souvent en avant la dimension artistique des NFT. Par contre, on a très peu de témoignages finalement d'artistes qui sont des deux côtés de la barrière, qui ont eu une expérience dans l'art plus traditionnel, si on peut dire, et dans cet art numérique. Toi, tu as la chance d'avoir eu ces deux expériences. Comment t'es tombé dans les NFT et c'est quoi le premier regard que tu as posé là-dessus quand on en a parlé la prochaine fois ? Alors d'abord, je voudrais apporter une correction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de problème. Vous avez énoncé des non-vérités, mais c'est pas grave, mais c'est important parce que c'est de l'histoire de l'art. En réalité, quand tu dis qu'on retouche pas, que l'artiste ne touche pas une fois qu'une œuvre est vendue, logiquement, quand c'est vendu en galerie, il y a un droit d'auteur et qui est perçu, il y a la DGP. Et donc, alors, il y a beaucoup qui ne le font pas. Mais normalement, tout galeriste qui se respecte devrait reverser une taxe qui revient aux ayants droit, aux hérités et à l'artiste. Donc c'est déjà un système qui existe en réalité. Alors, tu as raison, si c'est de gré à gré, les ventes sont faites de gré à gré, effectivement, c'est pas appliqué, mais logiquement, une galerie devrait le faire. Toutes ne le font pas, mais c'est la loi. Et doit maintenir une traçabilité aussi. Complètement, absolument, parce que logiquement, elle a une déclaration à faire, et d'ailleurs, il y en a qui se font retoquer parce qu'elles ne le font pas, mais c'est une déclaration à faire, et l'artiste touche, je crois, c'est une toute petite somme, hein, c'est un 2%, enfin, c'est quelque chose d'assez réduit sur le... Ça, c'est une norme du marché ou c'est quelque chose qui est négocié entre vous et la galerie ? Ah non, c'est un truc légal, enfin, moi, on l'impose, je crois que tu as une société qui s'appelle la DGP qui est là pour récupérer, préempter les droits, et l'artiste ensuite touche une partie des droits que la DGP récupère. Alors, la DGP, ça marche aussi pour le droit à l'image. Si une sculpture est à l'image, par exemple, l'artiste, il touche quelque chose. Moi, si je vais sur TF1 ou sur France 2 ou sur C8, je touche rien en tant qu'artiste. Par contre, je viens avec mon œuvre, elle touche. Elle a un droit. Donc, il y a un droit. Donc, ça, j'ai une petite... Mais ça s'inspire de là aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça prend naissance aussi sur quelque chose qui est déjà... On prend souvent des... ça prend racine surtout souvent sur ceux qui ont déjà existé ou avec des idées, etc. Une autre idée aussi, mais qui est assez intéressante, c'est quand tu as parlé de la Joconde, s'il avait plusieurs Jocondes. Alors oui et non, parce qu'en réalité, je prends un artiste par exemple contemporain très connu qui s'appelle Takashi Murakami. S'il fait une œuvre d'art, je sais pas moi, qui vaut 15, 20, 30, 40 millions de dollars, et que c'est un collectionneur privé
qu'il met chez lui, qu'il la montre à personne. Elle pourra pas vivre, elle pourra pas augmenter. Si elle va pas dans des musées, elle pourra pas vivre. Donc aujourd'hui, les artistes contemporains l'ont compris, et typiquement que sa sculpture qui a fait un peu controverse, qui est l'espèce de manga au lasso qui joue avec son sperme de Takashi Murakami, qui s'est vendu à 14 ou 15 millions de dollars, il en a fait 3. Pour qu'effectivement ça puisse bouger de collection. Et du coup, quand tu bouges, si elle est figée chez quelqu'un qui l'a acheté, à part les gens qui vont chez la personne, comment tu vas savoir? Si c'est pas dans un musée. Les musées, oui, ils permettent ça. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette dimension aujourd'hui de pouvoir que ton art circule, qu'il y ait comme une autorité, qu'on sache qu'il existe. Donc c'est des petites, mais ça c'est très évidemment, c'est pas pour le commun des mortels, mais c'est parce qu'on est dedans et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a parfois plus intérêt à faire des œuvres en 3 fois, en 4 fois, parce que justement, elles peuvent vivre, elles ont une vie. Un peu comme aujourd'hui, évidemment, le NFT. Là, on en vient arriver effectivement à quelque chose de NFT qui peut être vu par tout le mon monde. Alors, comment tu m'as posé la question? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait du coup, mais t'as bien fait. Désolé, et du coup, comment t'arrives là-dedans? On met des coups de pied, vous n'avez pas de matraque ici, non, c'est bon. Comment je suis arrivé? C'est ça. Moi, ça fait très longtemps en réalité que je suis arrivé dans ce monde. On m'a parlé déjà avec d'abord la crypto-monnaie, l'art numérique. Moi, très rapidement, j'ai digitalisé des œuvres, mais pas du tout pour les revendre de cette manière, mais plus pour les animer à travers. Parce que je trouvais que le problème d'une œuvre d'art, c'est figé, quoi. Et moi, j'aime la vie. Donc, le côté de mettre en animation, donc c'est quelque chose que j'ai fait depuis extrêmement longtemps. Et puis après, effectivement, il y a quelques années, on m'a proposé ce NFT qui était un peu bizarre pour nous, parce qu'on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, pourquoi, qu'est-ce, comment. Et puis avec le temps, on a pris du recul. J'ai fait des drops, notamment avec Binance, qui est une grosse plateforme de crypto-monnaie. Mais alors ça me passionne vraiment. Quand on appelle Richard Orlinski, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec Binance ou Binance? Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas seul? À la limite, tu aurais pu faire ça tout seul, compte tenu de ta notoriété. Oui, mais tout d'abord, j'y connaissais pas grand-chose. C'est quand même sécurisant de savoir que pour un de leurs premiers drops, une plateforme qui est quand même mondiale, moi, quand on m'a dit... En fait, c'est les gars de Binance qui sont venus me voir. Et quand j'en parlais avec... moi, je suis pas trop dans la crypto. J'ai des portefeuilles, mais bon, je suis pas là à suivre ça tous les jours, puis j'ai pas le temps. Donc j'ai mon fils qui s'en occupe beaucoup. Mais quand j'ai dit, tiens, il y a Binance, ils veulent faire un truc avec moi. Il m'a dit, mais Binance, c'est la plus grosse plateforme. On m'a dit, ouais, c'est la caution, c'est le tampon. Donc j'ai plus été attiré par cette hype où on m'a dit, Binance, c'est le truc. Après, aujourd'hui, j'en suis revenu. Mais je veux dire, c'est vrai que c'était une caution quelque part. Et je me suis dit, bon, c'est une caution aussi de réussite parce qu'ils ont déjà tous leurs clients crypto. Donc je me dis parce que moi aussi, je pense à ça parce que on parle de NFT, on a l'impression que tout le monde connaît les NFT, mais en fait, en réalité, il y a peu de monde. Moi, j'ai une fanbase, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui connaît les NFT. Si aujourd'hui, je devais lancer sur mon réseau avec ma fanbase et qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir la carte bleue déjà pour acheter, c'est compliqué. Donc, les gens, il faut leur expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, les NFT, c'est intéressant, mais beaucoup de gens oublient qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Donc, il faut éduquer, il faut faire du pédagogique et apprendre aux gens ce que c'est. Alors, nous, on en parle parce que, effectivement, on connaît des gens... vous êtes dans ce truc-là, nous, on sait tous ce que c'est. Mais moi, j'ai été voir des banquiers, j'ai vu des hommes d'affaires. NFT, je sais quoi que c'est. Mais encore la semaine dernière, ça m'arrive. Donc nous, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, qu'il y a que des NFT partout. Sauf que c'est pas ça du tout. Qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est précisément l'objet de cette émission. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais sauter une question. On y reviendra après, mais. Effectivement, notamment quand tu as lancé la collaboration avec Binance, c'était l'été dernier, donc on était encore très early, mine de rien, sur les NFT. Pas tant que ça. Early pour ceux qui ne connaissaient pas. Parce ça commence à arriver. Mais là, sur les 6 derniers mois, on a quand même eu une explosion qui est assez dingue, où aujourd'hui, tout le monde a au moins entendu le terme NFT, sans comprendre forcément ce qu'il y a derrière. Pas tout le monde. Je te promets que pas tout le monde. Je te jure que tu te rends pas compte. Mais toi, moi, je voyage partout. Je voyage en France. Je vois beaucoup de gens. Parce que moi, je suis pas qu'à Paris. Moi, je travaille dans toute la France et à l'international. Okay. Et je peux te garantir qu'on est très surpris. Moi, quand je parle à des gens, je dis NFT, mais les gens, des fois, ils me regardent comme ça. Mais vraiment. Et des gens, et c'est pas des gens. Voilà, c'est des gens parfois qui. Je te dis, encore, il y a pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec un banquier qui est un homme d'affaires qui sait ce que c'est que la crypto-monnaie, il savait pas ce que c'était NFT. Donc ça paraît fou. Mais nous étant dedans, on a l'impression que tout le monde connaît quand tu arrives quelque part sur un NFT et que limite c'est honteux de pas connaître. Mais en vrai, non. En vrai, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas et c'est ça qui est important. Moi, j'ai une fanbase et que je respecte. Voilà, je les aime. Donc, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui, si je fais pas ce travail, c'est pour ça que j'ai pratiquement jamais fait beaucoup de communication là-dessus parce que
Parce qu'il faut d'abord, je pense, qu'avoir une préparation, les indiquer, puis il ne faut pas leur faire tout et n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que quand tu engages des gens, que tu leur parles de quelque chose, si en plus le truc ne fonctionne pas derrière, qui c'est qui récupère les problèmes? Oui, c'est sûr, c'est toi. toi. La responsabilité, Donc moi, j'y vais vraiment doucement. Combien d'artistes m'ont proposé de faire des collabs, etc. Je dis, oula, ok, alors j'en fais. Avec quelques artistes, j'accepte de faire des feats. Là, j'en fais un, je peux en parler, avec Iniesta, qui est donc un joueur de foot, une star, une des top 5 stars mondiales, espagnol, qui joue au Japon aujourd'hui, mais qui reste aujourd'hui une icône, peut-être moins en France, mais en tout cas à l'international, qui est une énorme star. Et du coup, c'était un projet intelligent. Voilà, faut vraiment sentir les choses. Il faut bien expliquer aussi les risques des gens qui investissent dans ça, parce que c'est pas garanti. Tu parles que ça s'est développé pendant les 6 mois, mais combien de flops il y a eu, combien de gens ont perdu beaucoup d'argent, qui ont cru à des. Alors, il y a eu on voit que les succès, c'est le problème aussi de cette nouvelle économie, c'est qu'on voit que tout ce qui est, j'ai fait 13 millions, j'ai fait 12 millions, j'ai fait un drop. Ouais, ok. Mais tous ceux qui ont floppé, ou tu as fait 0, ou ça a mal marché. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même, faut prendre ça quand même avec beaucoup de pincettes. Il faut bien réfléchir. Et je pense que c'est comme dans l'art. Le NFT, il faut qu'il y ait un affect aussi. Il faut que ça plaise. Parce que moi, je vais pas acheter un tableau parce que si je me dis, ça va prendre de la valeur. Il y a un côté gaming. Alors, ceux qui veulent faire du gaming dans les NFT, c'est leur mode de fonctionnement. Ils veulent gamble, ils veulent spéculer, ils veulent spiler comme à la bourse. Oui, ok, tu perds, tu gagnes, tu sais à quoi tu peux gagner des millions, tu peux en perdre. Ça, c'est ok. Mais les autres qui sont juste des gens qui veulent juste se positionner sur un marché par plaisir, il faut déjà trouver une image qui plaît, qui a un sens derrière, qu'il se passe quelque chose. Parce que, ok, tu parles de tous ces drops, mais je sais pas, que tu es en train de te rendre compte quand même que ce qui se passe, c'est qu'on essaie de trouver des raisons, parce que des raisons qui veulent rien dire. Ça veut dire, tu fais ça, et si tu fais ça, tu auras le droit d'acheter d'avoir 1 heure de jet, de rencontrer un tel, de machin, d'avoir le maillot. Mais tellement, des fois, ça veut rien dire, ça veut rien dire, qu'on a l'impression qu'on essaie de trouver des raisons. Alors qu'en fait, à la base, c'est quoi? Comme tu as parlé intéressamment de la Joconde, si on la mettait en NFT, c'est d'avoir l'œuvre d'art, ou d'avoir une partie de cette œuvre d'art. C'est quelque chose qui existe. Moi, l'avantage que j'ai, et là c'est intéressant, c'est que moi j'existe déjà dans le monde physique. Donc, dans le monde physique, j'ai une crédibilité. Donc, je suis en train de préparer ma collection, mais je suis pas pressé, et je vais pas donner des possibilités d'avoir le droit de rentrer dans un club et de pouvoir aller sous la table gratuitement. Enfin, je cherche pas à trouver pourquoi. C'est comme des concours, un peu des giveaways sur Instagram. C'est pas ça. L'idée, c'est de vraiment avoir quelque chose de fort, de créer une dynamique, ensuite de s'inscrire dans le métaverse. On est en discussion avec des très grosses plateformes. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais en tout cas pour créer quelque chose qui a un sens. En fait, et c'est intéressant ce que tu as dit, c'est qu'en fait l'idée, c'est d'exister et dans le physique et dans le virtuel, mais toujours ne pas oublier le physique. Le physique existera toujours. S'il n'y a pas l'œuvre d'art, il n'y aura pas d'œuvre virtuelle. Et pareil, aujourd'hui, alors c'est vrai, on fait des super belles animations, etc. Mais il faut savoir que quand vous expliquez quelque chose, quand vous avez ce jeton, quand vous avez cette token, ce NFT, quand vous l'avez dans votre wallet, il ne bouge pas. C'est qu'une fois que vous le mettez dans le site correspondant, etc., qui va bouger, prendre d'animation. Et ça qui est intéressant. Donc voilà, moi je dis, il faut vraiment toute proportion garder, savoir. Et il y a beaucoup, je pense aussi, c'est important, puisqu'on est à la radio et qu'il y a des auditeurs, il faut vraiment faire quand même vraiment attention. Il y a tout et n'importe quoi, et aujourd'hui il y a beaucoup de spéculateurs qui viennent que pour essentiellement, la réalité c'est que la majorité du marché c'est ça, qui fait du marché. Moi j'ai des propositions aujourd'hui avec des sommes, je veux même pas envie de parler parce que c'est à la radio, parce que c'est tellement démesuré, c'est indécent quoi, je veux dire. Mais je vois, c'est des coups en fait, ils veulent juste prendre mon nom, le vampiriser pour faire quelque chose. Alors peut-être que moi je ferai moins, peut-être ça fera pas toutes ces sommes, etc. Mais en tout cas, il y aura une logique. Et moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'il est intéressant dans un NFT, c'est de s'inscrire dans la durée. Et donc on va ensuite sur le métaverse et quelque chose de cohérent. Pourquoi toutes les grosses boîtes elles s'intéressent? Mais c'est pas un truc, tu fais un drop, tu lances, tiens, on va gagner. C'est pas au hasard quoi. Il y a quelque chose, il y a vraiment je pense qu'il y a une vraie philosophie à voir et quelque chose de profond. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'exposé que tu fais de l'usage des NFT ressemble beaucoup à celui des grandes marques qui petit à petit veulent s'inscrire dans l'univers des métaverses en faisant des diffusions de NFT. On les a évoquées 10 fois, ces marques, au cours de nos différentes émissions. Et en fait, développe une communauté qui est une communauté complémentaire à la clientèle, et j'oppose volontairement ces deux termes, qu'ils ont dans l'univers réel. Idem pour moi. Absolument. Moi, quand on a fait le drop, j'ai regardé, c'était pratiquement pas mal. J'ai vu des gens de Lituanie, de machin, il y avait des pays où je travaillais même pas. Donc c'est drôle, la crypto-communauté, c'est une autre communauté. Donc Absolument. Du coup, là où c'est intéressant, par contre, et là c'est vrai, quand tu es artiste, mais il y a peu d'artistes vraiment, parce qu'il y a beaucoup qui s'inventent artistes. Mais c'est ce que j'allais te dire. Comment tu perçois ça, toi, en tant qu'artiste? Parce que c'est une discussion que j'avais avec un autre artiste français qui me disait, j'ai l'impression, au départ, le NFT devait
pouvait nous apporter des nouveaux outils, des nouveaux supports. Et j'ai l'impression qu'il a créé finalement plus de nouveaux artistes que de nouveaux supports. Mais complètement. Aujourd'hui, je regarde des artistes qui étaient vraiment ou rien, ou qui n'existaient pas, etc. Ils obtiennent une crédibilité ou pas dans ce système d'art, je veux dire numérique, mais ils seront jamais rien dans l'art physique. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout. Là, j'ai pas de médisance. J'en en veux pas. À la limite, ils ont fait leur truc. Moi, un gars qui a pris des millions, et tant mieux qui était rien. Si jusqu'à la fin de sa vie, il a gagné ses millions, tant mieux pour lui. Mais par contre, il n'existe pas plus. Ça n'a pas du tout fait avancer dans l'art physique. Il prend pas une crédibilité, alors que le sens inverse est différent. Et il y a beaucoup de gens effectivement qui s'inventent des galeries même, des galeries qui te disent tiens, je vais te prendre des artistes. Et tout le monde. Hier, j'ai un artiste qui est aux États-Unis depuis 2 mois. Il me dit ah, t'es NFT. Hier, je fais un dîner NFT. T'es un NFT, toi, des animateurs radio, des télé, machin. Mais ça devient le truc, genre NFT, c'est genre t'as la carte du club, quoi. Mais ça, en fait, quand on est vraiment dedans, on se rend compte que nous, on a tellement de mal, on est avec des avocats, on essaie de créer quelque chose de carré, etc. Et les gens, ils mettent en 15 jours, ils disent, oh, 15 jours, je te peux te faire un drop. Ah bon, mais comment tu vas faire un drop en 15 jours sans réfléchir? Et nous, aujourd'hui, on a du mal. Moi, ça fait 6 mois, donc j'ai fait des petits feats, on va dire, des petites collabs. Mais ma collection que je suis en train de sortir, c'est long, on l'étudie, on réfléchit, le marché bouge. Ce qui est valable lundi n'est plus valable mardi. Et donc, et je pense que l'intérêt, c'est de s'inscrire dans la durée. Et à mon avis, c'est une espèce de bulle qui a déjà un petit peu explosé parce qu'il y avait des gros drops très très énormes. Et aujourd'hui, je crois que c'est quand même beaucoup plus réduit. De toute façon, c'est fortement lié au marché. Donc, au marché, aux influenceurs aussi qui sont. Il y a des gens il y a aussi des gens comme des influenceurs qui donnent des tendances. Quand tu as tel influenceur crypto ou NFT, tu sais que ton drop il va marcher, mais ils vont se faire payer des centaines de milliers de dollars. Je te confirme, avec Owen, on a refusé des montants terribles pour mettre en avant des collections où c'est donc des montants incroyables. Et en fait, tout est basé même pas sur ce qu'ils apportent, mais sur la hype et que va donner un influenceur connu dans ce monde. Il va dire bon c'est là ça faut l'acheter, donc tout le monde va l'acheter. Mais c'est vraiment ça. Mais il y a pas le problème, moi, qui m'énerve un petit peu, pas qui m'énerve, mais qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de fond, quoi. C'est la plupart des projets, il n'y a rien. C'est des coquilles vides. C'est tellement des coquilles vides qu'effectivement on va y trouver des avantages, un peu comme dans les concours. Tu rentres dans ce club-là et tu vas voir ça. Il y a peu de fond. Mais il y a des projets avec du fond, attention. Bien sûr. Mais il y en a beaucoup où il n'y a pas de fond. C'est juste à l'inverse, du coup, est-ce que tu disais que les artistes qui réussissaient dans le NFT ne s'achetaient pas de la légitimité sur le marché de l'art. Est-ce qu'un artiste qui fait justement du NFT, qui ne le fait pas forcément correctement, il peut par contre se décrédibiliser auprès de ses compères? Alors, aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que moi, parfois, c'est tentant. Je vais être honnête. Clairement, j'entends. Non, mais moi, on me propose, par exemple, alors, si on te propose des grosses sommes et qu'il n'y a rien au début, on te dit on va voir. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, comme ils en sont revenus, ils viennent à te proposer du cash. Enfin, c'est-à-dire un down payment, un upfront, même pas lié au résultat du drop. Et donc, si tu dis, c'est quand même. Oui, ils achètent ton image de toute manière. Oui, d'accord. Mais tu dis que c'est quand même. Tu réfléchis, parce que moi, c'est des sommes franchement importantes. Et je me dis, même au niveau, je me dis, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça fait réfléchir. Ça me fait même moi réfléchir. Mais heureusement que j'ai mon fils qui est qui est vraiment un geek, qui est là-dedans à fond. Il me dit, mais tu imagines si ça se passe mal, mais tu te niques ton image. T'es foutu. Toi, t'es quelqu'un qui existe. Si t'existes pas, ceux qui n'ont pas de problème, ils n'existent pas dans le monde physique. Ils ratent, peu importe. S'ils ratent, personne, tout le monde s'en fout complètement. Ça va pas leur changer leur vie. Ils étaient. Excusez-moi des termes que je vais employer, c'est pas du tout de méprise, je suis pas méprisant, mais t'es rien avant, tu seras rien après. T'as gagné 10 millions, tant mieux, t'as gagné 0, ça change pas ta vie. Ça change pas grand-chose, et même si tout le monde est énervé, parce que je connais des artistes quand même qui étaient des tout petits artistes, qui ont fait des drops énormes, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ont pas arnaqué, ils ont pas fait exprès. Mais en tout cas, les gens qui t'achètent un truc 1000 € par exemple, et qui coûte 5 € le lendemain, quand tu dis, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'avoir confiance. En fait, une des énormes valeurs ajoutées que tu es en train de mettre en avant, une des nécessités, c'est finalement d'avoir une jonction entre l'univers physique et l'univers virtuel. C'est-à-dire que ce que tu es en train de décrire, c'est que les artistes qui n'ont qu'une place dans l'univers virtuel ont finalement une valeur extrêmement éphémère, alors que si le NFT est une prolongation de ce qui existe dans le monde réel, alors potentiellement, tu crées une valeur plus solide dans la durée. Ça, c'est pour les artistes typiques, mais tu as des artistes, des amis musiciens, par exemple, qui sont très puissants dans les NFT, Steve Aoki, par exemple, mais il y a des vrais projets, quoi, derrière. Ils font des choses, j'ai des fondations, moi, ils m'ont demandé de participer. On utilise les NFT pour quelque chose, mais pas quelque chose qu'on a inventé pour faire du money, un espèce de retour sur investissement. Mais voilà, après, tous les artistes, tous ce qui sont, même les petits que j'ai connus, des fois, j'ai des gens qui m'appellent, tout est sur les NFT.
en fait, ça veut rien dire. Tu es sur la NFT, tu n'es pas sur la NFT. L'idée, c'est d'avoir la collection. Et d'ailleurs, j'ai appris avec beaucoup de tristesse qu'il y a des artistes à qui on a proposé des choses qui étaient des petits artistes, puisque les galeries ont senti. Et en fait, j'en suis revenu. Et en fait, ils n'ont pas gagné. Ça leur a pas apporté grand-chose, quoi. C'était dérisoire. Et c'est pas le marché qu'on entend avec tous les spéculateurs. Mais c'est sûr, mais Tony, on montre que le bon côté de la pièce. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, finalement, on en revient toujours aux fondamentaux, en fait, aux bases de ce que sont l'art, et tu peux pas contourner ça. Ça marche un temps, il y en a 3-4 qui vont réussir à faire leur truc, mais finalement. Peut-être qu'ils seront connus. Grâce à ça, il y en a peut-être aussi qui auront la. C'est possible. C'est pas un truc. C'est pas une statistique. Par contre, effectivement, je pense que le physique. Moi, dès le début, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit OK, faisons ça, mais OK, il faut créer une indexation physique. Moi, ça m'avait pensé un peu à quand Nixon il a déclaré la non-convertibilité du dollar en or. Tu savais que tu avais tes dollars, mais en contrepartie, tu avais de l'or. Là, je pense que faut être malin, et j'y pense aussi. OK, tu as NFT, mais on sait jamais, tu te dis, il y a un crash, il y a un machin, au moins tu peux avoir quelque chose de physique chez toi. Je trouve ça pas mal. Est-ce que ça peut fonctionner à l'inverse ? Est-ce que tu vois des artistes qui émergent dans la blockchain et qui, à un moment, vont pouvoir vendre des œuvres physiques parce qu'ils se sont fait connaître par le biais des NFT ? C'est ce que je veux dire, il y en aura quelques-uns, mais je pense que c'est rare, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'inventent. C'est des codes différents aussi. Oui, c'est codes différents. En fait, c'est des bons infographistes, ils trouvent un très bon infographiste qui va faire des super dessins, qui sont lookés, ils vont obéir à une hype, comme il y a les apes, machin, ils vont obéir à quelque chose, ils vont s'embrécher dans une. Mais il faut être. Enfin, c'est pas la création, quoi. Moi, je pense que il y en a quelques-uns, mais ça va pas être. Je pense pas que ça va aider beaucoup. Une question que Thibaut, avant l'antenne, soulevait. En quoi est-ce que la blockchain va modifier le monde de l'art ? On essaye de le faire en une minute parce qu'on on touche à la fin de l'émission. Je parle beaucoup. Non, la blockchain, déjà, c'est un vrai truc intéressant. Outre les NFT, c'est que la blockchain, déjà, ça permet de donner un certificat d'authenticité. Moi, aujourd'hui, mes œuvres, elles sont déposées sur la blockchain. Ça veut dire que sur la blockchain, tu as l'authenticité, etc. Et là, je suis sur une histoire de contrefaçon. Et en fait, je me rends compte que j'ai des dépôts INPI, des dépôts, mais ce qui me sert le plus et qui est le mieux déposé, le mieux garanti, c'est la blockchain. C'est pas encore reconnu tout à fait par les tribunaux, mais c'est comme un début de preuve. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est vachement important. Donc de pouvoir la blockchain. Et aujourd'hui, je veux dire, ça sert à donner à labelliser, ça d'être le vrai, ça authentifie quand même un travail. Je trouve qu'il y a un côté très très positif. Par contre, la blockchain, je trouve ça quelque chose de très positif. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un univers, un monde dans lequel à chaque œuvre physique correspond à un NFT et que les deux soient reliés de sorte que... C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc à chaque fois que tu as émis une œuvre physique, il y a un NFT qui va avec. Je commence maintenant. Le seul bémol, on en parlait, on avait une réunion hier avec les avocats, c'est le seul bémol, c'est que les œuvres qui sont dans la nature, tu peux pas les récupérer. Donc tu peux dire que tu dates d'un instant T, mais aujourd'hui, effectivement... Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a des premiers collectionneurs qui me disent « Bon, mais vous avez le NFT qui va avec, le certificat NFT. » Ça commence à devenir quelque chose de... Et ça, c'est plutôt bien, parce que pour les copies, pour les traçabilités... Enfin, là, j'imagine si toutes mes œuvres, elles étaient toutes avec nous, on aurait pu faire même une map et ça aurait pu bouger. On peut faire des trucs, une chasse au trésor avec toutes les œuvres. Enfin, il y a plein de trucs rigolos, un truc en tout cas sympathique et ludique qu'on peut faire grâce à ça. Et aussi, on a une garantie. On arrive au terme de nos échanges. Merci beaucoup, Richard. C'était absolument passionnant d'avoir ton témoignage sur le sujet. Merci, Thibaut, de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde pour de nouveaux sujets passionnants qui gravitent autour de notre univers crypto. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaîne auquel vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.